Il est 20 heures en temps universel. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à LCA Télévision. Bienvenue aux actualités africaines. Voici pour vous les titres de ce journal. C'est demain lundi 28 décembre 2020 que Roch Marc Christian Kaboré va prêter serment. Le président burkinabé réélu à sa propre succession accueille déjà ses homologues de la sous-région venus pour la cérémonie. Les présidents bissau-guinéens et mauritaniens sont déjà à Ouagadougou. Ils ont été dévancés par le Premier ministre malien. Dans ce journal, nous reparlerons de la situation des déplacés internes de Foubé dans la région du centre-nord du Burkina. Ils ont reçu des vivres et autres cadeaux de fin d'année en début de semaine, mais leurs doléances sont encore nombreuses. Des cris de cœur à suivre dans ce 20 heures. Et puis en République de Côte d'Ivoire, la téléphonie mobile va bientôt augmenter ses chiffres. À partir du 31 janvier 2021, les Ivoiriens vont devoir composer non plus 8, mais 10 chiffres pour joindre leurs correspondants. Cela fait suite au nombre croissant d'abonnés en Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire de cette édition du 20h. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité et bienvenue. Le président du FASO Roch Marc Christian Kaboré va prêter serment demain lundi 28 décembre 2020 devant les juges du Conseil constitutionnel. La cérémonie prévue à cet effet se veut solennelle et recevra des invités et pas des moindres. Une vingtaine de délégations présidentielles pourraient fouler le sol burkinabé pour cette occasion. Et déjà, certains chefs d'État sont arrivés dans la capitale burkinabé. C'est le cas du président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo, est le premier chef d'État à atterrir à Ouagadougou. Son avion est arrivé peu après 15 heures et il a été accueilli depuis l'aéroport international de Ouagadougou par Roch Marc Christian Kaboré. Le service de la communication de la présidence du FASO indique l'arrivée du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani est arrivé à Ouagadougou aux environs de 17 heures et a été accueilli lui également par Roch Marc Christian Kaboré. Plusieurs autres chefs d'État sont annoncés cette nuit et demain lundi. Avant ces deux chefs d'État, c'est le Premier ministre malien qui est arrivé à Ouagadougou depuis hier samedi. Il représentera le président de la transition Badaou à cette cérémonie d'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré qui, faut-il le rappeler, est prévu demain lundi 28 décembre 2020 à partir de 11 h au Palais des Sports de Ouagadougou. Justement, le chef du gouvernement malien qui est arrivé à Ouagadougou depuis le samedi a été reçu ce dimanche matin par le président du FASO Roch Marc Christian Kaboré. Les relations entre le Burkina Faso et le Mali ont été largement évoquées au cours de l'audience par l'émissaire du président malien qui a salué la maturité de la démocratie burkinabé, une fierté pour le continent, a dit Mokhtar Wane, que je vous invite à écouter au micro de nos confrères de la presse présidentielle. Je suis venu ce matin représenter le président de la transition, chef de l'État du Mali, son Excellence M. Badaou, à l'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré. Et j'ai saisi cette occasion pour réitérer au président Kaboré les très vives et chaleureuses félicitations de son homologue malien et au-delà de l'ensemble du peuple malien qui saisit cette occasion aussi pour adresser au peuple burkinabé son salut fraternel. Et je voudrais saisir cette occasion pour dire également que nous sommes très heureux de cette belle leçon de démocratie que le Burkina vient d'administrer à l'ensemble du continent à travers la préparation, l'organisation, le déroulement et l'issue des scrutins présidentiels et législatifs qui viennent de se dérouler. Une belle leçon de démocratie parce que ceci s'est passé dans un contexte difficile, sécuritaire difficile, incertain, mais le résultat a révélé la grande maturité du peuple burkinabé qui est aussi un message très fort envoyé à l'ensemble de nos pays. Je pense également que cette élection a permis de révéler ce qu'un peuple assemblé, uni, peut faire pour son développement, pour son progrès continu sur le chemin du développement et de la paix. En cela, je voudrais me réjouir de cela.
Mais naturellement, j'ai eu l'honneur d'être reçu par le chef de l'État et de l'entretenir de la situation des relations de coopération entre le Mali et le Burkina, qui, comme vous le savez, sont des relations anciennes, c'est des relations fortes, c'est des relations confiantes. Les orientations directives données par le président Roch Marc Christian Kaboré nous permettront, n'est-ce pas, faire en sorte que ces relations puissent se consolider et cette coopération se diversifier. Nous allons y travailler dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir, dans le cadre notamment de la grande commission mixte de coopération entre le Mali et le Burkina Faso. Ces relations aujourd'hui ont plus que besoin d'être structurées, d'abord au plan de la sécurité. Nous avons des préoccupations communes, il s'agira de stabiliser nos pays et au-delà notre espace communautaire et même l'espace régional sahélien. De ce point de vue, le Mali et le Burkina ont un rôle essentiel, une position centrale à jouer et nous sommes déterminés, les deux, à jouer ce rôle, notamment dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel, qui est un facteur de stabilité important dans la zone des trois frontières. Cette visite nous permet également de faire en sorte que sur les autres domaines de coopération, notamment la coopération transfrontalière, qui est essentielle, qui est exemplaire, comme vous le savez, le Mali et le Burkina ont développé, de ce point de vue-là, une coopération transfrontalière qui inspire beaucoup d'autres pays. Nous devons travailler à consolider des résultats importants obtenus à cet égard-là. Mais il s'agira également d'explorer de nouvelles pistes de coopération qui permettraient de justifier toute la singularité de la relation entre le Mali et le Burkina Faso. Le Mali et le Burkina présentent des similarités dans beaucoup de domaines. Sur le domaine de l'agriculture, par exemple, nous pouvons faire en sorte que nos deux pays, à travers des échanges d'expériences, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du numérique, qui sont aujourd'hui des secteurs importants pour le développement de nos pays, nous pouvons procéder à un partage d'expériences qui peut être très utile à chacun de ces deux pays. Au Niger, l'on a voté ce dimanche pour une élection présidentielle normale. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, au terme de ses 2 mandats, n'étant pas candidat pour un 3e mandat. Quelques 7,5 millions d'électeurs nigériens étaient attendus aux urnes pour cette présidentielle couplée aux législatives. Une trentaine de candidats sont en liste pour succéder à Mahamadou Issoufou. Mohamed Bazoum du parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS, est l'un des 30 candidats à se présenter au premier tour de ce scrutin ce dimanche. L'innovation de cette année est que tous les matériels de vote a passé la nuit dans les centres bien gardés par les éléments de la garde nationale. Autre nouveauté, le bulletin de vote devient unique. Tous les candidats figurent sur une même feuille sur laquelle est apposé leur photo et le logo de leur formation politique. Les votants doivent choisir la cage correspondante. Le scrutin présidentiel est couplé à des législatives pour élire 166 nouveaux députés qui composeront l'Assemblée nationale. Les 5 représentants de la diaspora seront choisis ultérieurement. Et puis les Centrafricains ont également voté ce dimanche 27 décembre 2020 pour élire leur président et leurs députés. Dans un contexte tendu, quelques 1,8 million d'électeurs sont appelés aux urnes pour ce scrutin présidentiel et législatif. À Bangui, un dispositif sécuritaire important a été déployé dans la ville et les bureaux de vote. Les forces de sécurité intérieure et l'aménagement sont visibles. Par contre, dans le nord du pays, à Ndolé, Kaga, Bandoro, Brest ou Mbingi, des sources officielles font part de violences lors du transport du matériel de vote. Celui-ci s'effectue souvent à moto, ce qui l'expose à des attaques des groupes armés qui empêchent beaucoup de Centrafricains de déposer leur bulletin dans l'urne. Pour autant, le vote a pu avoir lieu dans certaines de ces localités. Retour ici au Burkina Faso et direction Bobo Dioulasso où des femmes productrices et vendeuses de savon local appelé Kabakuru ne sont pas contentes et l'ont fait savoir en milieu de semaine. La pomme de discorde, c'est l'importation en quantité de savon du même type en provenance principalement de la Côte d'Ivoire.
toutes choses qui jouent négativement sur leur business. Elles ont manifesté au poste de douane à l'entrée de la ville de Bobo-Dioulasso et notre correspondant sur place, Abdoulaye Ouattara, est allé les rencontrer et voici son constat. Une quarantaine de femmes et jeunes de l'association des producteurs et commerçants de savon local appelé Kabakourou dénoncent la violation d'un des accords par un commerçant. Cet accord stipule que chaque importateur ne doit pas dépasser 3 à 4 chargements dans le mois. Sur les 3 importateurs, un seul refuse d'obéir à l'accord. Ils se sont mobilisés au poste de contrôle de la douane pour empêcher l'entrée de son 5e camion. Après plusieurs heures d'attente au poste de douane, les manifestants se sont déportés au poste de péage, là où était stationné le camion. Ceux qui amènent plus de savon au Burkina, nous avons décidé de nous entendre avec eux pour diminuer le nombre de camions qu'ils importent afin que nous aussi nous puissions vendre nos savons. S'ils sont à 40 camions, nous sommes à 30. Pourtant, il y a un produit que nous achetons avec eux. Pour cela, nous avons décidé que chaque importateur fasse entre 3 à 4 camions, dont 12 à 16 camions le mois. Tous les importateurs sont d'accord sauf le nommé Adama. Aux environs de 19h, 2 véhicules de la police se sont rendus sur les lieux. Après 30 minutes de dialogue, entre les manifestants et la police, pas de consensus. La police est venue, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de consensus entre nous d'abord. Ils disent qu'ils vont appeler leurs responsables pour conduire le camion. Nous allons les attendre à l'entrée. Nous produisons le savon Kabakourou depuis des années. Nos enfants sont nourris grâce à ce travail. Mais depuis que Adama a commencé à importer le savon, nous sommes confrontés à des problèmes seulement. Nous demandons à ce que Adama fasse pardon car Dieu ne descendra pas pour supplier quelqu'un. L'incriminé dit ne pas être au courant d'un quelconque accord qui lui interdirait de faire entrer le nombre de camions qu'il voudrait. Selon lui, c'est un complot contre sa propre personne pour anéantir ses activités. Nous sommes au nombre de 3 personnes, auxquelles s'ajoutent d'autres venant de Ouagadougou, donnant un nombre de 4 personnes. Ceux de Ouagadougou effectuent leur chargement à Bobo. Maintenant, ils nous imposent d'effectuer un chargement de 3 ou 4 camions que l'on ne peut pas dépasser. Vous êtes venu me trouver dans ce travail. Vous ne pouvez pas me dire de partager un véhicule avec vous en termes égaux. Nos marchandises ne viennent pas de la même manière. Il se peut que tu apportes plus aujourd'hui, moi j'emporte plus que toi et vice-versa. Là-dessus, nous ne pouvons pas partager de véhicules. Si vous voulez, faisons 1 mois de travail et 2 ou 5 mois de repos. Cependant, nous ne sommes pas les seuls à apporter de la marchandise. Et ceux qui effectuent le chargement par le train, que direz-vous d'eux? Tout cela n'est que pour nuire à ma personne. Il n'y a pas de problème de savon, c'est juste un complot pour nuire à ma personne afin que je quitte les lieux. En attendant d'éclaircir cette affaire, le camion contenant le 5e voyage de savon local Kabakourou est conduit à la compagnie républicaine de sécurité de Bobo-Dioulasso. Le Centre national de presse Norbert Zongo, en partenariat avec la Deutsche Welle, a organisé une soirée fact-checking hier samedi 26 décembre 2020 ici à Ouagadougou au programme table ronde sur le thème élection couplée du 22 novembre 2020 et désinformation, quel bilan et quelles leçons pour un débat public. L'occasion a été mise à profit et pour la présentation du site FasoCheck, première plateforme de fact-checking au Burkina Faso. Le reportage est de Bassirou Savadogo et Aimé Savadogo. Le fact-checking est un genre journalistique qui vise à vérifier des informations ou des déclarations déjà mises sur la place publique. Pour les élections couplées du 22 novembre dernier, cette pratique a permis d'apporter un peu de sérénité dans le débat public, dans la compréhension des faits et des enjeux autour de ces élections. Le fact-checking a aussi permis de déceler des fake news. Parce que, justement, certaines informations fausses distillées par des candidats peuvent révolter les populations. Nous, on a un candidat qui est dans une zone qui est vraiment une toute petite zone de production cotonnière de Burkina. Il a allé dire que c'est depuis que Roch est là, cette zone est tombée dans la production cotonnière, ces productions
sont tombés. Pourtant, c'était la zone qui était la plus grande zone de production cotonnière du Burkina. Et c'était la zone qui faisait que le Burkina était premier producteur de coton en Afrique. Double mensonge. Bon, des fausses informations. Imaginez des gens qui écoutent ça. Ainsi, lors des élections couplées, plusieurs fausses informations ont circulé tant dans les meetings que sur les réseaux sociaux. Certaines d'entre elles jetaient le discrédit sur la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Pour son directeur de la communication, cela est dû à la méconnaissance de la structure. Par conséquent, elle travaillera à mieux faire connaître ces instances. Par exemple, nous avons le numéro de téléphone 3169, numéro qu'on peut utiliser pour identifier son bureau de vote. Je pourrais revenir là-dessus pourquoi. Et il y a également le mode de calcul des résultats, parce que même les députations, nous nous sommes rendus compte que les partis politiques ne savent pas comment on attribue les sièges. Vous avez vu des gens qui ont fait des comparaisons. Tel parti a eu 1000 voix par exemple, et tel autre a eu 800, et pratiquement sont au même nombre de sièges, ou bien celui qui a eu 800 a plus de sièges. Ça se trouve dans la loi. C'est les politiques qui se sont accordés pour qu'on ait ce mode de scrutin, mais les politiques ne le connaissent pas. Donc, en termes d'enseignement, c'est le besoin de... Pour Bintou Diallo, cet autre panéliste, les producteurs de fake news se sont adaptés à la psychologie des consommateurs de médias. Ces derniers ne prennent plus le temps de recouper les informations. Par conséquent, les médias doivent trouver les moyens de combattre cette pratique et s'adapter aux attentes du public. Au cours de cette soirée, le site web de FasoCheck a été présenté. C'est la toute première plateforme entièrement dédiée au fact-checking au Burkina Faso. Et puis, je vous le disais en titre de cette édition, au camp des déplacés internes de Foubé, c'est la croix et la bannière pour les personnes déplacées. Logées dans ce camp depuis plus de 3 années, les habitants sont confrontés à d'énormes difficultés comme celle de la nourriture, de l'eau potable qui sont pourtant des besoins vitaux. Les difficultés qui demeurent en dépit des efforts consentis par le gouvernement burkinabé et certaines ONG humanitaires. Vous entendrez les cris de cœur des déplacés internes dans ce reportage que nous proposent Achille Drago et Linda Sarah Kabori. Pendant que la population se réjouit de l'arrivée du ministre en charge de la solidarité nationale au camp de Foubé, à quelques pas de cette scène, le petit Ali, isolé loin de la foule, est visiblement triste. « J'ai faim », lâche-t-il une fois à notre présence. Comme tous les jours, Ali a fait la queue aujourd'hui pour déjeuner. Mais une fois son tour arrivé, les marmites étaient vides. Ils sont nombreux ces enfants qui vivent cette situation dans le camp de Foubé. En ce moment précis, Ali croise les doigts pour que sa mère ne rentre pas les mains vides. À défaut, Ali va dormir avec la faim. J'ai fait la queue pour prendre la nourriture. Arrivé à mon tour, il s'est trouvé que c'est fini. Je suis ici avec mes parents. On vient de Gasselki et nous sommes là parce que les terroristes sont venus dans notre village. Issouf Soré est aussi dans ce camp depuis 3 ans avec ses femmes et ses enfants. Ce père de famille est dans le désarroi total. Avant ces 2 derniers ravitaillements, cela faisait 7 mois qu'il n'avait pas reçu de vivres de l'État. Le précédent convoi du ravitaillement à l'intention de Foubé avait subi une attaque en route. C'était le 30 mai dernier et depuis lors, c'était la croix et la bannière. Nous voulons des routes pour pouvoir aller chercher de la nourriture. Nous ne pouvons pas bouger à cause des terroristes. Nos difficultés sont énormes. Nous avons besoin de la nourriture et sans ça, on n'arrive pas à nous en sortir. C'est un espoir qui renaît dans ce camp aujourd'hui. Laurence Ilboulou rassure une fois de plus que toutes les dispositions seront prises pour que ces populations retrouvent définitivement le sourire.
En Côte d'Ivoire, avec les 25 millions d'habitants, le système de numérotation téléphonique est arrivé à saturation. Les autorités ont donc prévu le passage automatique des numéros de téléphone. Ces derniers passeront de 8 à 10 chiffres au 31 janvier 2021. 50 millions de numéros de téléphone mobiles et fixes sont concernés par cette opération technique. Le plan a été présenté à la presse par Bilé Diemeleu Gabriel, directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire ARTCI. Selon lui, la démarche permettrait d'assurer un nombre suffisant de numéros pour les 50 ans à venir. Le seul casse-tête pour les utilisateurs concerne leur répertoire. En effet, il faudra parcourir sa longue liste de contacts pour opérer les changements nécessaires, alors qu'il n'est pas toujours facile de savoir quel numéro correspond à quel opérateur. Un mot de culture pour terminer cette édition du journal sur LCA Télévision, et c'est le conte qui est facteur de développement endogène d'une société. C'est sous ce thème que se tient la 24e édition du Festival international de contes. Ça se passe à Bobo Dioulasso et on en parle en détail avec notre correspondant sur place, Abdoulaye Ouattara. C'est par des pas de danse que le Festival international de contes Yélène a ouvert ses portes sous le thème « Le conte facteur de développement endogène d'une société », un thème qui appelle à réfléchir sur l'importance du conte pour le développement de la société. Ce festival, dès sa conception, nous a convaincus de son importance, de son utilité pour la population, sur le plan artistique et culturel, sur le plan de la promotion du patrimoine immatériel et enfin sur le plan de la création d'emplois. Grâce à cet événement, plusieurs dizaines de jeunes du Burkina sont devenus des artistes confirmés. Certains vivent en Europe, d'autres sont entre deux avions. Des femmes, des enfants et des hommes sont venus de divers quartiers de la ville de Sia pour prendre part à ce festival. Humour, danse et contes, animés par des artistes internationaux et nationaux, faisaient vivre les spectateurs. Un sentiment de satisfaction pour les organisateurs de ce festival. Alors, je suis très ému quand il s'agit de parler de notre patrimoine immatériel, qui est pour moi l'essence de notre richesse. C'est la force principale de mon point de vue pour pouvoir aller vers l'émergence, pour pouvoir aller vers le développement, pour pouvoir aller vers l'édification de nos nations. 24 ans, nous avons formé beaucoup de conteurs. En 24 ans, nous avons créé beaucoup de métiers. Nous avons fait en sorte que beaucoup d'enfants aillent à l'école. Nous avons édifié d'autres centres. Nous étions à la base de la création de d'autres centres autour de l'oralité, de d'autres festivals dans le monde, pas qu'en Afrique. Nous avons été précurseurs et animateurs de formation de conteurs, formation de formateurs, afin que tout ça puisse continuer. Le Festival international de contes Yélène, un cadre de formation des artistes, de diffusion des spectacles, traîne chaque année de nouveaux participants. Il y a longtemps que j'entends parler de Yélène. J'étais envie d'être là. Ce que Dieu veut, c'est qu'il fait. Et puis ce qu'il fait, c'est bon. C'est cette année que Dieu a voulu que je sois là, même si dans les difficultés. En tout cas, je suis là, très contente d'être au Burkina Faso. Je sais que c'est un grand festival qui a formé beaucoup de gens, qui a formé beaucoup de personnes. Moi aussi, j'ai besoin de formation parce qu'on est toujours dans les écoles. Moi, je suis une conteuse traditionnelle, tout ce que je fais, c'est des traditions. Donc, j'ai beaucoup aimé, je sais qu'il y a de l'avenir. Une vingtaine de conteurs venus de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Togo et du Burkina Faso participent à la 24e édition du Festival international de contes Yélène qui se tient dans un contexte particulier dominé par la maladie à coronavirus. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition du 20h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Les infos reviennent demain. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellents moments, une excellente fin de week-end en compagnie des programmes de la chaîne Au cœur de l'Afrique. Au revoir et à demain.